On poursuit ce Lex Inside et on va parler outils juridiques au service du développement des énergies renouvelables avec mon invité Xavier Mataran, associé fondateur du cabinet Parmavocat. Xavier Mataran, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors nous allons voir ensemble les outils juridiques pour le développement des énergies renouvelables. Mais tout d'abord, en quoi le développement des énergies renouvelables est-il une urgence absolue? Les récents événements dramatiques de Valence, mais qui venaient après le Pakistan, 12 millions de déplacés climatiques, qui venaient après les événements de Californie, sont là pour démontrer que le réchauffement climatique est une réalité. Les rapports du GIEC ont depuis 30 ans démontré que ce réchauffement climatique était dû à l'activité humaine, provenait de la carbonation, si je puis dire, de notre économie depuis la fin du 19e siècle, avec un formidable accélérateur dans les années 90-2000. Et donc cette carbonation de l'économie, il faut qu'elle cesse, ou du moins qu'elle se transforme à travers des énergies décarbonées, donc les énergies renouvelables. Voilà pourquoi l'avènement des énergies renouvelables, puis au sens d'ailleurs très large, l'éolien, le solaire, D'accord. l'énergie provenant des déchets, doit être désormais la priorité, urgence absolue. Alors justement, on va parler des projets d'énergie renouvelable. Les procédures administratives sont souvent longues et complexes. Quelles sont les conséquences sur leur rentabilité et sur leur mise en œuvre? Alors, la mécanique est complexe, mais ce sont des projets qui demandent un temps long, voire très long, de recherche et développement. Et donc, pour construire les mâts, pour les amener sur site, pour penser les projets. Et donc, ce temps de développement, si vous l'augmentez d'un temps de procédure ou d'un temps d'autorisation, eh bien, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et donc, vous devez évidemment l'augmenter. Donc, l'allongement du temps conduit à une diminution de la rentabilité et donc à des tensions inéluctables. Voilà pourquoi il est nécessaire de réduire le temps de ces procédures pour accroître la rentabilité et donc l'opportunité de ces projets, évidemment. Alors ces projets nécessitent des financements qui sont importants. Comment mobiliser efficacement les financements publics et privés pour accélérer la transition énergétique? Si vous voulez, la clé de l'énergie renouvelable, quelle qu'elle soit, c'est le partenariat entre le public, les subventions et les achats d'énergie à un prix attractif, et d'autre part la mobilisation des capitaux privés. Donc à la fois le public et le privé. Bien sûr. Prenez deux exemples. Le Sictum de l'agglomération parisienne, où nous sommes actuellement, chauffe à partir de ces déchets 300 000 foyers. 300 000 foyers, c'est absolument colossal, parce Tout à qu'il y a fait. eu des investissements publics. Mais à l'inverse, la plus grande centrale photovoltaïque produisant l'hydrogène est faite par une société Meridiam, un fonds d'infrastructure qui a mobilisé ces fonds en Guyane précisément. Donc mobilisation à la fois des fonds publics et des fonds privés. C'est ça la clé. Alors on a parlé de la nécessité d'aller vers des énergies renouvelables. Quels sont les outils au service du développement des énergies renouvelables? Alors, les outils sont de deux ordres. Ce sont d'une part des outils juridiques. C'est la construction de sociétés particulières qu'on appelle des sociétés de projet sur des modèles éprouvés anglo-saxons, dans lesquels vous mêlez des capitaux publics et des capitaux privés, comme je l'ai dit. Première mobilisation, des mobilisations juridiques. Et deuxième mobilisation, des mobilisations financières. Il faut que l'épargne, et quasiment l'épargne mondiale, soit drainée vers ces projets-là. C'est la création d'une nouvelle classe d'actifs que l'on appelle les infrastructures, pour lesquelles il faut une longue durée, pour lesquelles ce sont des financements qui sont adaptés, financements dits complexes, mais la voie de l'avenir, c'est la mobilisation à la fois des énergies, si je puis me permettre, publiques et des énergies privées. D'accord. Est-ce que vous avez des illustrations concrètes de projets
pour expliquer justement tout cela? Oui, vous prenez par exemple les projets éoliens, la moyenne des projets éoliens en mer, c'est 14 ans. 14 ans. Pendant 14 ans, il faut porter un investissement. C'est beaucoup trop long, beaucoup trop long. Alors les projets gouvernementaux essayent de porter cette durée à quelque chose d'acceptable qui serait 4, 5, 6 ans, D'accord. d'où des procédures accélérées, des procédures de consultation qui doivent continuer à exister, mais qui sont beaucoup moins longues, et surtout des contentieux qui sont évités. Oui, de manière concrète, prenez les projets éoliens en mer, mais ça peut être aussi des projets solaires en France. C'est désormais systématique sur un certain nombre de territoires, les aéroports. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a des projets concrets et surtout, ça marche. Et vous avez évoqué les contentieux, il y en a beaucoup sur des projets? Alors, sur les projets typiquement d'énergie renouvelable, c'est là où, paradoxalement, vous avez le plus de contentieux. 3 projets sur 4 sont soumis à contentieux. Pourquoi? Et ce sont des contentieux longs. Sans doute par défaut d'explication, sans doute par défaut de consultation amont, sans doute par défaut aussi d'éducation collective et de construction d'une opinion publique favorable. Mais effectivement, les contentieux sont désormais systématiques. Et encore une fois, c'est un paradoxe ou une opposition de dire qu'il y a plus de contentieux pour les projets qui décarbonent notre industrie et qui décarbonent nos sources d'approvisionnement qu'il y a de contentieux sur des énergies normales. C'est dommage, il faut changer ça. Et pour terminer, comment vous voyez l'évolution du développement des énergies renouvelables? Vous l'avez dit, la tendance est plutôt à raccourcir les délais pour les projets, essayer d'avoir des procédures accélérées. Est-ce qu'il y a d'autres tendances de fond? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de projets dans notre pays, énormément de sociétés désormais s'y investissent. La France a des leaders mondiaux dans ce domaine-là, et donc ces projets existent. Maintenant, le véritable défi, c'est que la société française transforme ces projets en réalisation. C'est pas gagné. On va regarder ça de très près, on va suivre l'actualité. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'est le moment de se quitter. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.